Le plus parfait exemple de la capacité des bâtisseurs médiévaux à réaliser des constructions complexes avec des outils simples est sans doute la façon dont ils tracent les lignes et les volumes de leurs bâtiments. Démonstration avec les deux instruments essentiels du maître d'œuvre, la règle et le compas. Pour tracer une ouverture, on va commencer par la base, c'est-à-dire on va dessiner ce que nous on appelle la ligne de naissance. C'est la ligne où va apparaître notre arc. On trace ensuite à l'aide du compas un autre axe au milieu de cette droite, la bissectrice. Et on dispose désormais de tout ce qu'il faut pour dessiner les arcs que l'on souhaite, à commencer par l'arc en plein cintre. C'est un demi-cercle, et là, en un coup de compas, on obtient notre arc plein cintre. Il va renvoyer les forces de chaque côté de l'ouverture. Il sera très adapté pour les parties basses, là où on a beaucoup de poids qui tombe dessus. On va pouvoir le retrouver à Guédelon sous l'escalier du logis. Sur un modèle proche, on construit un arc surbaissé. Cette fois-ci, mon point de pivot, je vais le baisser. Ça va me permettre d'avoir un arc qui est plus aplati. Et à Guédelon, on va pouvoir le retrouver sur la porte d'entrée. Il va permettre de rejoindre deux tours en créant un passage immense en dessous. Ces deux arcs sont typiques de l'architecture dite romane. Mais on peut tout aussi bien tracer des formes de l'architecture dite gothique, symbolisées par les grandes cathédrales des XIIe et XIIIe siècles. On y retrouve des arcs aux parties discontinues appelés arcs brisés, comme par exemple l'arc tiers-point. Pour le tracer, on a besoin de découper la ligne de naissance en 3 morceaux égaux. On prend le compas et on va prendre les 2 tiers de l'ouverture. Alors cet arc brisé dit tiers-point, on le retrouve à Guédelon sur le logis, le bâtiment derrière moi. Vous en avez un juste au-dessus de ma tête. Et sur le même principe, on peut construire des arcs encore plus élancés. On peut faire un autre arc gothique qui va aller chercher beaucoup plus haut, ce qu'on appelle un arc en lancette ou lancéolé. Je vais rajouter à peu près un pied de chaque côté. Un coup de compas d'un côté et un coup de compas de l'autre. Cet arc, on va le retrouver dans des grands bâtiments gothiques comme la Sainte-Chapelle à Paris, qui va permettre d'avoir des ouvertures très très fines et très très hautes. Il savait parfois peut-être pas écrire, mais il maîtrisait le compas comme personne. Et c'est ce que nous laisse le Moyen-Âge, c'est le témoignage qu'on peut aller d'une figure simple à une figure la plus complexe qui soit, jusqu'aux rosaces des cathédrales, simplement avec une règle et un compas. Le savoir unique de ces ouvriers fait d'eux des hommes respectés. Les ouvriers des chantiers médiévaux sont des gens qui sont parfaitement organisés, qui ont des jours chômés chaque année, peuvent refuser un chantier pour aller s'engager sur un autre. Ils sont suffisamment recherchés pour être libres. Et ces hommes vont pratiquer très tôt une organisation du travail très hiérarchisée, très cloisonnée dans les corporations, vont pratiquer très tôt des formes de bourse pour que l'estropié ou la veuve puisse avoir quand même un salaire jusqu'à la fin de ses jours. Donc il y a eu une organisation du travail basée sur la solidarité qui a été très précoce dans le chantier de construction du Moyen-Âge. Les grands chantiers du Moyen-Âge, qui s'étalent parfois sur des décennies dans le cas des cathédrales, sont donc à la pointe dans tous les domaines, y compris économiques et sociaux. La construction du château de Guédelon dure aussi dans le temps, mais pour des raisons différentes. Ici, on est dans le cadre d'un chantier expérimental, c'est-à-dire qu'on expérimente, on prend son temps, on est ouvert au public. C'est un chantier qui est très long. À l'époque médiévale, on avait la nécessité de se protéger vite et donc c'était des chantiers qui allaient relativement vite, surtout que les bâtisseurs étaient très aguerris, c'était des personnes en bonne santé, experts. On parle du Louvre, par exemple, 10 ans de construction, donc on voit que c'est des temps quand même assez courts, resserrés. Malgré ces chantiers rapides, la construction de la porte d'entrée demande la plus grande attention. Lieu de passage, elle est en effet un point faible de la forteresse.
Le château capétien y déploie donc une ingéniosité défensive remarquable. Ça coûte beaucoup moins cher de soudoyer le concierge pour qu'il ouvre la porte que de faire le siège en règle. Et donc la plupart des places fortes tombent par trahison, hein, il faut être bien clair. Donc le principe de base de la défense de la porte, c'est le morcellement du système d'ouverture à plusieurs niveaux pour éviter qu'un seul trahisse pour ouvrir. Donc il faut 3 personnes, dont un officier, ce qui est plus cher à soudoyer, pour commander le système d'ouverture. Placée sous le feu d'archère dissuadant par avance toute intrusion, la porte dispose en plus de 3 éléments défensifs. Le premier est l'assommoir. Cette ouverture dans le sol de la salle du premier étage permet aux gardes de communiquer avec les personnes qui souhaitent entrer, mais aussi de lancer des projectiles comme des pierres s'ils forcent le passage. Le deuxième élément est la herse, une imposante grille enchâssée verticalement dans de solides montants en pierre. Sa levée est commandée depuis le premier étage. Enfin, le troisième élément est la porte en bois massive, ouverte par les portiers depuis la cour. Un attirail défensif qui illustre à merveille le principe de la défense active. Si malgré ces multiples protections, un assaillant réussissait à pénétrer dans la cour, il se retrouverait face au dernier réduit de la défense, la tour la plus emblématique du château capétien, le donjon, que les historiens appellent tour maîtresse. Avec ses 12 mètres de diamètre, ses murs de près de 4 mètres d'épaisseur à leur base et sa hauteur de 31 mètres du sommet de la toiture au pied des parois, elle est la tour la plus puissante de Guédelon. Au Moyen-Âge, le donjon sert parfois de prison, de résidence ou de lieu de stockage d'objets de valeur. Mais sa vraie fonction est en réalité ailleurs. C'est un ouvrage essentiellement ostentatoire, c'est l'ouvrage le plus haut de toute façon, donc c'est l'ouvrage qui se voit le plus dans le paysage. Il ne faut pas oublier qu'au Moyen-Âge, en fait, on avait assez peu d'édifices élevés, donc dans un paysage, un château, ça se voit vraiment très très fort. Hein. C'est l'organe qui affirme le pouvoir seigneurial. Souvent, la tour maîtresse, d'ailleurs, elle est dimensionnée en fonction du pouvoir du seigneur. Donc plus son diamètre est gros, et plus sa hauteur est grande, et plus on est proche du roi. Et la plus haute de toutes les tours, c'est bien sûr la tour du Louvre, où tous les seigneurs du royaume viennent rendre hommage. L'impression visuelle donnée par la tour maîtresse est donc essentielle. Et cette règle vaut aussi pour l'architecture intérieure. À Guédelon, on trouve une voûte en croisée d'ogives à 6 nervures, caractéristique des dernières innovations techniques de l'époque et fréquente dans les donjons capétiens. Autrefois, les donjons et les premières tours maîtresses, elles étaient planchéiées en bois. Et donc, quand on la prenait d'assaut, on y mettait le feu. Et donc, très vite, on s'est mis à les voûter en pierre. Mais en plus, c'est un signe artistique, c'est un dessin. Les jeux de nervures au plafond, c'est capital, c'est hyper important. Donc, en partant du développement de cette invention qui est arrivée dans l'architecture religieuse, eh bien, ça va se développer dans l'architecture civile, et notamment dans les châteaux. On fait du graphisme sur les voûtes, et ça étonne, ça épate, c'est ce qu'on cherche. Avec ses 7 mètres de portée, la voûte de l'étage du donjon est la plus grande du château. Ses nervures sont constituées de 84 pierres que l'on appelle voussoirs. Au-dessus d'elles, il y a 150 tonnes de maçonnerie, soit une poussée d'environ 25 tonnes par nervure. Construite après d'autres voûtes du château, elle bénéficie du retour d'expérience des maçons qui percent peu à peu les secrets des bâtisseurs du Moyen-Âge. Ce qui est important, c'est l'ordre du processus de fabrication. Dans un premier temps, il faut placer un cintre de bois pour pouvoir placer les nervures de l'ogive. Pour que les voussoirs qui composent les nervures ne partent pas dans tous les sens et qu'on puisse les régler avec des cordeaux, il faut qu'il y ait un point d'arrivée, et ce point d'arrivée, c'est la clé. La clé est posée à sec, en premier sur le coffrage, et les maçons vont poser les voussoirs les uns après les autres, qui vont finalement tous se relier sur la clé, et les dernières pierres posées d'une voûte à croisée d'ogive, ce sont les contre-clés, pierres qui vont relier les nervures à la clé.